Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce petit retard technique, mais c'est rien par rapport au fait que cette session n'aurait pu ne pas avoir lieu, finalement. Non, j'essayais de faire au mieux pour qu'on ait à la fois le diapo et nos invités en ligne avec nous, mais on n'aura pas le diapo, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on soit avec les gens qu'on a invités et qui ont participé à l'organisation de cette matinée. Voilà, qui est un petit peu bousculé par le contexte social que vous connaissez toutes et tous, qui fait que tout le monde n'a pas réussi à être là physiquement ce matin. Donc notre deuxième atelier recherche de la matinée, il y en a peut-être parmi vous qui ont eu la chance de voir le premier atelier recherche dans lequel il y avait déjà une de nos invitées de cette deuxième partie, qui est animée par Claire Blandin ici. Qui était alors, on fait toujours 2 ateliers recherche aux Assises du journalisme qui sont évidemment en lien avec le thème de l'année, donc retrouver le goût de l'info cette fois. Il y a un premier atelier qui est plutôt orienté autour de l'histoire des médias et un second, celui-ci, qui est plutôt orienté autour de problématiques contemporaines. Et donc on a choisi, en écho à cette thématique de retrouver le goût de l'info, de se focaliser sur la question de l'humain au cœur du journalisme. Quel journalisme pour remettre de l'humain au cœur de l'info, en se demandant si voilà, une des raisons pour lesquelles les gens auraient perdu le goût de l'info serait pas peut-être le fait que le journalisme soit devenu aseptisé ou trop fade. Enfin, voilà, on va justement poser toutes ces questions-là ce matin. Vous précisez, alors je vais vous présenter nos invités tout de suite, que si vous regardez le programme et que vous cherchez les noms des animateurs de ce matin, ben, c'est pas moi. Donc mes camarades Simon Gadras et Emmanuel Marty, qui sont là dans les petits ronds en haut à droite, sont ceux qui devaient être avec nous. Bonjour Emmanuel. Simon, veux-tu bien te montrer une seconde? Voilà. Bonjour donc, à toutes et tous. Bonjour. Donc voilà, Simon. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce matin. On assiste au moins à distance à l'atelier et puis on verra si on a l'occasion de participer aux échanges. En tout cas, on est ravis que ça puisse se tenir malgré les difficultés de transport. Voilà, donc on va suivre attentivement et avec intérêt les échanges. Voilà, donc Simon est à Lyon, Emmanuel est à Grenoble. On caméra simplement pour laisser la place à Amandine pour le coup, qui me semble plus importante que nous sur la vision. Merci à tous les deux. On a donc, alors voilà, je suis perdu, j'ai pas pris le bon fichier. Tac. On a donc 3 invités pour cette deuxième partie. Alors je vais commencer, j'avais prévu de le faire par ordre alphabétique, mais je vais commencer finalement par Amandine. Je vais faire l'ordre alphabétique inverse puisqu'elle n'est pas présente avec nous, mais que tout le monde la voit bien à l'écran. Donc Amandine Kervella. Alors nos 3 invités ce matin sont donc enseignantes chercheuses en sciences de l'information et de la communication. Je le dis une fois, comme ça j'ai pas besoin de le répéter à chaque fois. En sciences de l'information et de la communication, donc, Amandine Kervella est au laboratoire Géricault et à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est bien dans ce sens-là, hein, c'est ça. Et elle travaille notamment sur l'éducation aux médias et à l'information et sur les pratiques numériques juvéniles. Alors j'avais demandé à nos 3 invités de nous envoyer les références d'un de leurs articles ou de leurs ouvrages récents sur les thématiques qu'on aborde ce matin, et c'est ça que j'aurais dû vous afficher, mais qu'on ne voit pas, donc je ne vais peut-être pas vous lire les noms des papiers, voilà, mais simplement vous dire rapidement de quoi il retourne. Amandine, c'était un papier sur une analyse d'une politique publique d'éducation aux médias dans les Hauts-de-France. Et donc une étude sur comment à la fois les politiques avaient mis ça en place, comment des journalistes en résidence avaient pu exercer cette politique d'éducation aux médias et qu'est-ce que ça pouvait changer dans le rapport aux médias des journalistes, des jeunes qui y avaient participé et dans le paysage politique local.
si je continue à remonter l'ordre alphabétique à l'envers, j'arrive à Valérie Croissant, qui est donc ici, à ma gauche, qui elle est à Lyon 2 et au laboratoire Helico, et qui travaille sur les pratiques et les dispositifs médiatiques. Alors l'article que j'avais demandé à Valérie, c'était un article sur les publics de l'information en ligne. Donc là, il s'agissait d'étudier la manière dont on fait public autour de l'information, pas du point de vue des médias, ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on étudie des lignes éditoriales et puis on regarde comment un média s'adresse au public. Là, dans ce papier-là, Valérie, au contraire, s'intéressait aux pratiques médiatiques sur mobile des étudiants pour voir comment ils pouvaient construire des relations entre eux, avec l'information en général, avec certains médias en particulier, et comment on pouvait considérer ou pas que ça faisait d'eux un ou des publics de l'information. Et enfin, donc, notre troisième invité, qui en est à son deuxième atelier de la matinée, c'est Lisa Bolt, qui elle, est au CELSA à Paris et au laboratoire Grippic, et qui travaille sur les formes et les écritures médiatiques, et qui est là 2 fois ce matin pour vous prouver que les chercheurs, même s'ils sont très spécialisés, peuvent aussi avoir plusieurs cordes à leur arc, à la fois travailler sur le 19e siècle et les télégrammes d'agence, par exemple, pour un travail qui est à venir bientôt, c'est ça ? Et puis ce matin, en deuxième partie, pour nous parler donc du journalisme, en tout cas l'article qu'on avait sélectionné, qui est la question de la manière dont les médias et les journalistes s'emparent de TikTok, et de comment, en observant des médias sur TikTok, on peut voir aussi des relations entre producteurs d'informations, publics et le cadre créé par ces dispositifs très particuliers d'aujourd'hui. Alors voilà pour une présentation rapide de nos 3 invités, et je reviens à la thématique de notre atelier. Donc je vous ai dit, le titre qu'on a choisi, c'est quel journalisme pour remettre de l'humain au cœur de l'information, en se demandant donc est-ce que des dispositifs nouveaux peuvent ou pas redonner du goût de l'information, et d'ailleurs est-ce qu'on a vraiment perdu le goût de l'info? Enfin, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. On a demandé à nos 3 invités de réfléchir à chacune des questions en essayant d'articuler ensemble 3 dimensions générales. Alors je vais dire un gros mot de chercheur, la première étant la posture énonciative, donc comment on parle, à qui on parle, la question des formats, de tout ce qu'on a beaucoup parlé depuis des années aux assises du journalisme, les nouveaux formats de l'information, les nouveaux médias, comment on parle aux lecteurs. La question des normes professionnelles, comment elles sont intégrées, revendiquées à la fois par les journalistes mais aussi par les publics, qui parfois critiquent certains médias à partir de ce qu'ils perçoivent comme étant les normes du journalisme. Et comment est-ce que dans ce cadre-là, par exemple, les dispositifs d'éducation aux médias et à l'information se mettent en place. Et puis évidemment, quelque chose qui transparaît dans la présentation des invités, c'est le rapport au public. Et comment là-dedans, les journalistes arrivent à s'impliquer ou pas. J'ai déjà trop parlé, donc je vais passer la parole tout de suite. Je vous dis simplement qu'en gros, on a prévu à peu près 3 questions un peu générales pour nos invités, et qu'on veut aussi avoir un maximum de temps d'échange avec vous, puisque si vous êtes là, c'est qu'a priori la question vous intéresse. Alors, on va commencer tout de suite par le postulat de départ de la perte du goût de l'information. Qu'on peut discuter en tant que tel déjà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, du point de vue de la recherche, sur cette idée qu'il y aurait une perte du goût de l'info, et à quoi on pourrait la relier? Est-ce qu'elle serait l'information trop aseptisée, trop impersonnelle, trop standardisée peut-être? Est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer cette perte du goût de l'info chez les publics, et peut-être aussi d'ailleurs chez les journalistes?
Est-ce qu'on donne la parole à Amandine en premier? Comme vous voulez, dites-moi, comme vous voulez. Et allez, c'est parti. Et du coup, déjà un grand merci et puis toutes mes excuses d'être à distance. Donc voilà, problème de train, mais un grand merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde avec les collègues qui la composent. Alors, peut-être moi pour répondre. Alors, Loïc vous l'a dit, moi je travaille beaucoup en ce moment sur des questions d'éducation aux médias, à l'information, d'analyse de dispositifs, de MI, de comment des journalistes s'impliquent dans ces dispositifs. Voilà, donc c'est vraiment de là que je parlerai. Alors, moi, pour la question du goût de l'info, effectivement, je trouve que c'est déjà assez intéressant de se demander si vraiment... alors, en l'occurrence, moi, je vais vous parler des jeunes, même si je suis assez... Ça va mon micro? Je fais pas trop de bruit désagréable? Ça va très bien. Tout va bien? Oui. Ok. Je suis assez persuadée que l'éducation aux médias, l'information ne devrait pas concerner que les jeunes, mais en l'occurrence, je vais vous parler que des jeunes. Voilà. Nous, dans les travaux qu'on mène avec mes collègues, je pense qu'on ne voit pas une perte du goût de l'info. Par contre, on voit une complexification de qu'est-ce que c'est que s'informer. Et donc, du coup, nous, on travaille ensemble, en fait, on travaille en même temps la question des pratiques médiatiques et des dispositifs d'éducation aux médias. Et en fait, on voit des jeunes publics qui ont des définitions de l'information qui sont surprenantes si on part d'une définition assez classique de ce que ça va être s'informer. Et cette définition-là, je pense, peut donner l'impression que ils perdent un petit peu le goût de l'information. Nous, nos travaux nous amènent à penser que c'est peut-être pas comme ça que ça se joue, c'est peut-être pas une perte du goût de l'info. Par contre, c'est une définition de l'information qui va être beaucoup plus flottante et qui est en mouvement. Pour vous donner des illustrations précises, déjà la question de l'actualité. C'est-à-dire que nous, on voit beaucoup de jeunes qui vont consommer énormément d'informations, de contenus vidéo, par exemple sur YouTube, il n'y a pas forcément un lien direct avec l'actualité telle qu'elle va pouvoir se donner à voir dans les médias traditionnels. Voilà. Est-ce que ces jeunes ont perdu le goût de l'info ? Moi, je suis vraiment pas persuadée. Et quand on leur demande, on pose des questions très ouvertes dans différents dispositifs de recherche. Mais comment toi, tu t'informes ? On voit bien que les réponses, elles sortent des cadres traditionnels, soit parce qu'on est sur des canaux différents, soit parce qu'on est sur des thématiques différentes, ou on est sur des objets hybrides. En ce moment, on a pu, dans l'espace public, on a pu discuter, par exemple, de l'implication des influenceurs, influenceuses dans la contestation sur la réforme des retraites. Nous, c'est ce qu'on peut voir aussi dans ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on va nous parler, les jeunes qu'on rencontre nous parlent d'informations, mais qui est attrapé dans des pratiques qui sont des pratiques de loisirs, des pratiques plus générales. Donc voilà, moi, sur cette question de est-ce qu'il y a une perte du goût de l'info, pour répondre du côté des publics, moi, je poserais la question, est-ce que c'est une perte du goût de l'info ou est-ce que c'est une autre manière d'envisager l'information ? Voilà. Merci Amandine. Valérie ? Oui, je veux bien continuer. Donc, pour aller dans le sens d'Amandine, et c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est d'accord. Moi, je vais parler à partir de travaux qu'on a menés avec Simon Gadras, qui est là, auprès d'un public étudiant. Alors, pour aller dans le sens d'Amandine, je dois dire que nous aussi, on va arrêter de travailler sur les publics jeunes. Et on va commencer là un travail sur les seniors. Parce que justement, on s'est rendu compte que malgré tout, il y avait une grosse stigmatisation et une attention portée sur les pratiques jeunes et juvéniles. Et qu'eux-mêmes, dans les entretiens, ils montraient la manière dont ils étaient stigmatisés, notamment leurs pratiques. Il y a eu beaucoup d'éléments autour de fake news et pratiques juvéniles de l'information. Et on voit de quelle manière ils ont intégré eux-mêmes un petit peu ces stigmatisations. Et ils nous renvoient le fait qu'ils connaissent en fait un certain nombre de normes. Donc ça, c'était le premier point pour dire que cette attention particulière aux pratiques juvéniles a tendance un peu à focaliser comme si elles étaient plus problématiques que les autres. Et en fait, on ne peut pas considérer les choses de cette manière-là. Le deuxième aspect, c'est sur le goût de l'information. Alors nous, c'était particulier parce qu'on a un public étudiant. Donc un public en études qui a quand même un certain nombre de prescriptions éducatives sur le fait de s'informer. Le deuxième élément particulier, c'est qu'on a mené l'étude juste après le Covid.
Et donc s'il y avait quand même le goût de l'information, en revanche, il y a eu des phénomènes de saturation, des phénomènes d'anxiété liés à l'information qu'on a pu vraiment constater. Et l'autre élément qu'on a constaté aussi, c'était les différences de compétences dans la gestion et dans les définitions de s'informer. Exactement ce que disait Amandine. C'est-à-dire que justement, nous, dans notre étude, on n'a pas essayé d'être trop normalisateur et on n'a pas donné du tout de définition préalable de l'information, de s'informer. On a laissé venir, même si on pourra reparler de la question des normes et la manière dont on les projette sur les publics aussi, mais on a essayé de laisser les définitions larges. C'est exactement ce que disait Amandine. Aujourd'hui, le fait de s'informer est imbriqué dans des pratiques sociales complexes, hétérogènes et perméables. C'est-à-dire des pratiques culturelles, des pratiques de sociabilité. Les pratiques de s'informer, elles ne sont pas différentes de toutes ces pratiques-là qui, par les pratiques numériques, en fait, sont complètement liées les unes aux autres. Donc non, un goût pour l'information qui reste présent, mais avec une conscience de la complexité et des niveaux de compétences très différents dans la manière de gérer en fait, ces canaux, ces stratégies d'information. Pour donner un exemple, on avait des étudiants qui maîtrisaient tout à fait en disant « moi, je me suis abonné à ça, là, j'ai arrêté les notifications, là, je regarde ça, je suis abonné, etc. » Donc, on voyait qu'il y avait une certaine maîtrise et qui était très liée quand même aux antécédents socioculturels. Et puis, on avait des étudiants qui, complètement dépassés, avaient trouvé comme seul moyen de se désabonner, de fermer les canaux, de fermer des comptes, parce qu'ils avaient l'impression d'être bombardés d'informations et qu'ils ne maîtrisaient plus. Donc là, la question de la compétence, pour moi, dans la manière de s'informer, elle impacte aussi le goût et le plaisir qu'on peut avoir à s'informer. Voilà un petit peu les éléments qui ressortent, mais le goût de l'information est là. Encore une fois, il faut avoir une définition large du besoin de s'informer, surtout des pratiques d'information qui sont liées à toute une série d'autres pratiques qui parfois, en plus, encore une fois, peuvent être stigmatisantes. On pourra en reparler peut-être quand on parle de TikTok, hein. Mais voilà, les étudiants avaient des expressions d'ici « j'avoue que je m'informe via YouTube ou via Snapchat, etc. » Vous voyez, le terme « j'avoue » avait une connotation du fait que j'ai conscience peut-être que ce n'est pas bien. Donc on reviendra peut-être sur cette question de la bonne pratique et de la mauvaise pratique. Moi, j'ai pas travaillé, j'ai pas interviewé des jeunes ou j'ai pas rencontré des jeunes, etc. Je vais quand même parler des jeunes avec une certaine tendance parce qu'en fait, j'ai travaillé sur TikTok et le public est tendanciellement jeune sur TikTok, même si on ne le sait pas. Hein. Il faut indiquer un âge, mais en fait, on ne sait pas si on travaille sur les contenus sur TikTok. Mais je rejoins tout à fait mes deux collègues dans peut-être l'interprétation, même si j'ai pas interviewé. J'ai interviewé les journalistes de certains médias en France, aux États-Unis, en Allemagne. Et j'ai bien sûr analysé les comptes et aussi les communautés qui se créent autour de ces comptes-là. Et si on regarde un peu des chiffres, hein, même si ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais le Washington Post a dépassé 1 million d'abonnés. La même chose pour un JT allemand qui s'appelle Tagesschau, dépassé 1 million d'abonnés. Pareil pour Le Monde, ils ont dépassé 1 million d'abonnés. Quand on voit ce genre de chiffres, on pourrait quand même se dire il y a quand même un certain intérêt pour ce genre de médias qui, surtout le JT allemand et Le Monde, mais pas que. Hein. Il y a quand même des équipes journalistiques dédiées aux réseaux sociaux, certains journalistes qui reviennent régulièrement sur TikTok avec des contenus adaptés, mais aussi d'actualité, disons, dites chaudes. Donc... En regardant ce qui se passe sur TikTok, on constate de nouvelles pratiques de consommation ou d'interaction avec le journalisme, mais on voit en tout cas un intérêt pour l'information journalistique dans ce réseau social. Merci. Donc oui, il y a une manière finalement peut-être de ne pas avoir posé la question. C'est-à-dire que si on considère, comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots puis j'étais désarçonné par mes notifications là justement que j'arrive pas à enlever et c'est assez gênant. Mais en fait voilà, pour poser mieux la question, il faut élargir ce qu'on entend par l'information, le goût de l'information. C'est pas seulement la manière dont peut-être on a, nous,
et en particulier, alors qui travaillons sur les médias ou des journalistes, l'habitude de voir l'information comme quelque chose de très classique, des médias qui diffusent quelque chose et dans lesquels on doit absolument s'inscrire. C'est un petit peu ce que vous dites toutes les trois, c'est-à-dire que toutes ces pratiques-là s'insèrent, vous l'avez dit, je crois, toutes les trois aussi, dans un continuum de pratiques sociales, relationnelles, qui vont au-delà. Est-ce que dans ce que vous avez pu observer, justement, il y a des attachements à des médias particuliers ou à des types d'informations ou à des chaînes, ou comment ça se passe? Je pense à la question de faire public, peut-être, Valérie. Oui, alors nous, on a constaté deux grands phénomènes. Le premier, c'est les nouveaux médias, qui sont extrêmement cités et pratiqués, Brut, Combini, tous ces médias qui diffusent exclusivement sur les réseaux sociaux, qui sont clairement des médias que les étudiants identifient comme leur étant adressés, avec des problématiques sociales dont ils ont l'impression qu'ils ne les concernent plus directement. Donc ils ont l'impression que c'est des médias qui sont faits pour eux, et c'est comme ça qu'ils les présentent, comme s'il y avait une sorte d'exclusivité sur une catégorie d'âge, et par rapport à des médias qui sont aussi des médias qu'ils ne questionnent pas ou peu finalement sur qu'est-ce que sont ces médias. Ils sont abonnés, ils les consomment, ils ont toujours une position de distance, critique, parce qu'ils les voient passer sur leur fil, mais ils les connaissent et ils les pratiquent. Et puis le deuxième phénomène, qui reste quand même assez prégnant, c'est, je ne sais pas comment dire ça, les traces des pratiques familiales, en fait. Donc on a quand même des étudiants, surtout au niveau licence, qui vont citer quand même les médias qui sont pratiqués dans le cercle familial, avec une différence évidemment entre ceux qui habitent encore chez leurs parents et ceux qui n'y sont plus, où on est sur des périodes d'autonomisation des pratiques. Mais malgré tout, la télévision, nous on était étonnés à quel point elle était citée. Et puis certains titres de presse, notamment de la presse locale, que les étudiants vont trouver aussi dans le cercle familial. Donc on a cette imbrication parfois assez complexe, qui va évidemment varier d'un profil à l'autre, entre des pratiques qu'ils vont considérer comme étant spécifiques, qui leur appartiennent, où on va dire que leurs parents sont un peu exclus, et des pratiques pour lesquelles, au contraire, elles sont plutôt de l'ordre de l'héritage et de la tradition familiale, notamment avec une forte prégnance de la télévision plus que la radio. Donc la télé est encore présente dans leurs pratiques. Et sur ces nouveaux médias, et malgré tout, encore une fois, je veux le dire aussi, les marques médias. Alors là, il y a un petit biais, c'est le fait que nous interrogions ces étudiants et nous étions identifiés comme étant des enseignants. Et donc, on a l'impression quand même que dans les entretiens, ils nous sortaient comme ça des petits warnings en disant « mais moi, je suis abonné évidemment au Monde ». D'accord, voilà. Et donc, c'est toute la limite quand même d'étudier les pratiques à partir des discours. Et là, on en est bien conscient, hein, puisqu'on a fait des entretiens, on n'a pas pu aller voir concrètement ce qui se passait sur leur téléphone. Et donc, on avait bien conscience que, et là, c'est peut-être, Amandine le dira, le résultat de l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'ils avaient parfaitement conscience des petites alertes qu'ils devaient allumer pour rassurer finalement les adultes que nous étions face à eux, en disant non, mais évidemment, moi, en tant qu'étudiant en sciences sociales, évidemment, je suis abonné au Monde, je suis abonné. Et là, les marques médias jouaient, et Le Monde est cité un nombre de fois dans les entretiens, et on n'est pas sûr que la réalité de la pratique soit à ce même niveau, quoi. Voilà. Donc on a quand même tous ces échelons, encore une fois, qui s'imbriquent, où on a d'un côté des discours qui se veulent des discours de réassurance, où les étudiants ont la conscience des normes des pratiques d'information avec les marques médias, et puis des pratiques autres, nouvelles, pour lesquelles ils ont l'impression qu'on va avoir un regard dépréciatif. Donc oui, je regarde tel et tel réseau social, mais, voilà, avec toujours un mais pour nous réassurer derrière. Donc on voit quand même, c'est là que je disais, une hiérarchie dans la légitimité dont ils ont conscience sur leurs pratiques d'information. C'est une enquête par question? Non, c'était une enquête par entretien. Voilà, oui. Alors les pratiques concrètes, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas accès d'un point de vue de la loi, à leurs outils. Hein. Donc on leur demandait parfois, alors ça a été post-Covid, donc bon, il a fallu qu'on adapte le dispositif aussi, mais la question de l'accès à leurs données est vraiment problématique en fait. Nous, on n'a pas... observer quoi en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, observer quoi en fait, à partir de quel écran et quelle pratique en fait? Voilà. Donc à part capter les données,
de leur fréquentation pendant plusieurs semaines et traiter quantitativement ces données, il y a quand même des gros problèmes d'accès à cet appareil qui est un appareil hyper intime et personnel. Amandine, peut-être, puisque Valérie Ouais. proposait que tu réagisses. Oui, je vais réagir. Et peut-être pour réagir, j'ai entendu la question de la salle, là, peut-être pour signaler qu'en fait, notre collègue Anne Cordier, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, va sortir un nouvel ouvrage, là, je crois au mois de mai, qui s'appelle Grandir informé, qui est la suite de son ouvrage précédent qui s'appelait Grandir connecté. Et en fait, je pense peut-être ce qui pourrait intéresser monsieur, c'est qu'en fait, Anne... elle déploie des méthodes de recherche qui sont justement assez originales pour prendre en compte les difficultés que Valérie vient d'évoquer. Et en fait, Anne, elle mène des entretiens avec des jeunes qu'elle suit en fait pendant des années. Et elle mais vraiment sur un très long temps, et elle leur demande de raconter leurs pratiques d'information. Et justement, ça lui permet d'aller saisir des choses soit qui sont absolument impossibles à saisir par questionnaire, mais qui sont aussi très difficiles à saisir par entretien quand on arrive comme ça pour faire un entretien une fois avec des étudiants qu'on connaît pas ou qu'on connaît. Enfin, en tout cas, disons que voilà, ça permet un autre regard qui vient compléter, je pense, les recherches que vous pouvez trouver en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas, Anne Cordier, je lui fais un petit peu de publicité, c'est fait, voilà. Et sinon, donc pour rebondir sur ce que vient de dire Valérie. Moi, je vois exactement la même chose qu'elle. Donc, vraiment, je trouve que c'est c'est intéressant parce que, pour le coup, moi, en ce moment, je travaille sur les un petit peu plus jeunes, en fait, dans le cadre d'une recherche qui est une forme de recherche-formation avec des enseignants impliqués dans des dispositifs d'éducation aux médias. On a essayé d'interroger les pratiques de leurs élèves. Et on voit exactement la même chose. C'est vraiment la télé qui reste quelque chose de très, très fort pour s'informer et avec une imbrication dans les pratiques familiales, qui fait que ça renvoie aussi à des disparités d'usage, alors avec plein de critères, mais aussi la classe sociale. Voilà, moi, dans cette enquête-là, vraiment, ça ressort de manière très forte. La PQR qui est aussi très, très consultée. Voilà. Et alors, nous, on met ça en regard, et moi, je trouve que c'est intéressant sur le goût de l'info, avec les pratiques des profs, des éducateurs, des intervenants. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a parfois des grandes disparités, ce qui est très intéressant parce que voilà, on se retrouve en fait dans des dispositifs d'éducation aux médias où les enseignants, éducateurs et animateurs n'ont pas du tout, peuvent dans certains cas n'avoir pas du tout les mêmes pratiques que les personnes à qui ils s'adressent. Et ça pose effectivement la question d'un regard normatif sur les pratiques de chacun. Sachant que je pense avoir le même problème que Valérie, mais à un autre endroit. C'est-à-dire que moi, les profs avec qui je travaille, en entretien et par questionnaire, spontanément me livrent des pratiques d'info extrêmement légitimes. Donc, tout le monde regarde Arte pour s'informer. Tout le monde lit évidemment Le Monde. Voilà. Et on a le service public en force, quoi. Donc, c'est le service public d'information. Donc, voilà, ça doit faire écho à la réalité des pratiques, mais je me suis aussi posé la question de dans quelle mesure on n'avait pas un effet chercheur avec des enseignants qui répondent à une enseignante chercheuse. Mais en tout cas, voilà, parfois un schisme, une grosse différence, et parfois des points communs, mais qui, de la même manière que ce que disait Valérie, ne sont pas tout à fait assumés, ou en tout cas assumés positivement du côté des enseignants, apprenants, éducateurs, voilà, qui me disent exactement la même chose. Je dois bien avouer, je regarde aussi Insta, je m'informe aussi, ou j'écoute aussi un tel, mais bon, je sais, c'est pas terrible. Voilà, c'est-à-dire que cette question du regard normatif sur les pratiques de chacune, je pense en plus, ce regard qui est à resituer dans un contexte d'éducation aux médias et à l'information, qui peut être un contexte très normatif, et ça nous dit quelque chose aussi d'une norme en circulation dans l'espace public sur la manière de bien s'informer, et cette manière de bien s'informer qui a l'air parfois un petit peu déconnectée justement des pratiques réelles des individus, qui serait une sorte de norme inatteignable et est-ce possible, est-ce souhaitable ?
Pour prendre un exemple de ce que dit Amandine, on avait un point dans le questionnaire qui concernait la défiance et la méfiance vis-à-vis des informations. Et donc, on demandait aux étudiants de nous expliciter les stratégies qu'ils mettaient en place pour s'assurer qu'une information était valable. Et la réponse qu'on avait très souvent, c'était je vérifie la source. Ce qui est drôle parce que c'est un vocabulaire en fait journalistique en fait. Et quand on essayait de creuser, mais comment exactement ? Je vérifie la source. Donc on a été confronté comme ça à cette formule en fait qui est de l'ordre de la formule qui n'était souvent pas attachée à une pratique et quand on essayait de creuser parfois on avait je regarde sur Google. Voilà, vérifier la source pour certains ça voulait dire je mets le mot sur Google, je vois et si ça sort plein de fois, c'est que ça doit être vrai. Oui. Donc c'était intéressant de voir comment ils se réapproprient finalement un langage qui est un langage entendu de l'ordre de la démarche professionnelle du journalisme, mais sans que derrière ce soit ancré dans une pratique concrète d'une stratégie de vérification en fait. Voilà. Donc ça c'est un exemple pour moi qui est assez emblématique de la digestion finalement d'une norme sociale peut-être, mais qui n'est pas suivie des faits et c'est pour ça que je dis que ça fonctionne comme une alerte, c'est-à-dire on nous l'affiche comme ça, on nous le met sous le nez pour dire vous inquiétez pas, je vérifie mes sources. En fait, ça n'a aucune réalité ensuite dans les pratiques. C'était un petit exemple. Quand ils disent la source, ils veulent dire aussi la marque. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire si le monde l'a dit, c'est que c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils veulent dire. C'est ça. Vérifier la source. C'est ça. La marque. C'est la marque média, ouais. C'est aussi une injonction des profs. C'est ce que je dis. C'est une ingestion de la norme, effectivement, voilà, qui nous ressortent. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Au collège, au lycée, Tout à fait. l'article du Monde, C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que cette question de la norme, elle est au centre et qu'ensuite, tout ce qui va se déporter va être vécu de manière illégitime sans que... Enfin, moi, le regard, je pense, sur les pratiques informationnelles, c'est que c'est des pratiques créatives qui sont en mouvement. Donc, il ne peut pas y avoir jour J, bonne pratique et mauvaise pratique. Que, voilà, c'est autre chose qu'on doit apprendre... Enfin, j'imagine qu'Amandine est d'accord avec ça. Mais cette question de l'illégitimité, pour moi, elle est problématique parce qu'elle va créer des fossés et notamment des fossés générationnels sur le regard qu'on porte mutuellement aux pratiques. Et quand on a mené nos entretiens, on s'est aperçu au final que les pratiques les plus problématiques, c'était celles de leurs parents, en fait. Et ils disaient, parce que, on parlera de la sociabilité, mais ensuite j'ai dit à mes parents que ça, ils ne pouvaient pas le poster, parce que ça, c'était une fake news, en fait. Voilà. Et donc, c'est eux-mêmes qui faisaient des alertes et de la formation à leurs aînés, finalement, parce qu'ils ont un niveau de compétence qui est quand même plus élevé. Donc, voilà, c'est pour ça que la stigmatisation, finalement, est-ce qu'elle a lieu d'être toujours sur ce type de public ? Peut-être sur TikTok, c'est le cas, non ? La stigmatisation. Puisque j'étais que sur TikTok, en fait, j'ai l'impression que c'est un espace en fait où les internautes peuvent s'exprimer. En fait, ils peuvent poser la question, mais le monde, c'est quoi ? Pourquoi tu es certifié ? Ils disent ça au compte du Monde. Ou ils font des commentaires au-dessous. Par exemple, quand il y a j'essaie de trouver quelque chose. Par exemple, quand, en temps de Covid, ils ont dit « Ah oui, c'était aussi le cas dans mon école ». Donc, en fait, c'est plutôt un lieu où ils peuvent s'exprimer, où il n'y a pas en fait ce jugement-là, parce qu'en fait les médias rentrent aussi dans cet échange-là. Donc je ne vois pas ça, mais c'est parce que je travaille que sur TikTok, donc il n'y a forcément pas les parents derrière, il n'y a pas les profs qui regardent. Donc, et en plus c'est anonyme, ils peuvent mettre un nom, ils peuvent s'exprimer. Voilà. J'aimerais ajouter un élément que j'avais, parce que moi je n'ai pas échangé avec de manière représentative avec un public jeune, mais c'est plutôt d'un côté plus d'intuition, parce que je vois pas mal par exemple de nos diplômés ou des étudiants qui sont intéressés aussi par les podcasts. C'est aussi un espace en fait où j'ai l'impression que c'est à un moment donné on n'y croyait pas trop au podcast en fait dans les écoles de journalisme. C'était un nouveau format, mais on n'était pas sûr est-ce qu'il y avait vraiment la place au podcast. Et je pense que c'est surtout une nouvelle génération de jeunes journalistes qui en fait prennent la parole dans ce dispositif-là, et aussi des étudiants en école de journalisme qui créent peut-être des podcasts pour avoir l'espace de partage, de réflexion, pour sortir peut-être aussi des formats courts et vraiment pouvoir échanger, avoir la parole libre sur un format long. Mais ça, c'est l'intuition, j'ai pas fait c'était que pour ajouter, parce que j'ai l'impression que là, effectivement, il y avait une légitimité, je sais pas, mais on voit souvent une génération plus jeune dans des podcasts. Voilà.
Oui, ça renvoie aussi à une question qu'on se posait avec Emmanuel et Simon en préparant cette discussion. On renvoie la perte du goût de l'info toujours au public, mais est-ce qu'on peut aussi poser la question aux journalistes ? Est-ce qu'il n'y a pas, alors on sait qu'il y a un certain nombre de journalistes qui quittent la profession, qu'il y a une précarisation du métier, qu'il y a plein de conditions matérielles d'exercice qui peuvent influer aussi sur l'envie ou la passion, cette tarte à la crème aussi du métier passion, qui peut faire que la perte du goût de l'info pourrait peut-être aussi se poser du côté des journalistes. Alors parmi vous, Valérie, peut-être... J'ai moins d'éléments pour répondre à la question parce que je n'ai pas enquêté là-dessus auprès des professionnels d'information. Le retour qu'on a, c'est plus celui des étudiants en journalisme finalement et la manière dont ils se représentent le métier, de manière peut-être un peu effectivement un peu inquiète et désespérée pour certains en disant il n'y a pas de place, les conditions sont difficiles. Voilà. En revanche, je ne suis pas sûre que le goût de produire soit moins là. Parce qu'il faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui, les outils de production sont à disposition de tous les publics. Donc, ce qui est sûr, c'est que les journalistes aujourd'hui se retrouvent en concurrence avec toute une série de producteurs de contenu qui vont avoir un certain nombre de compétences. Et on le voit sur TikTok, on le voit avec des chaînes sur YouTube qui vont certes se spécialiser, mais qui en termes d'information scientifique, culturelle, vont clairement venir concurrencer des médias et des journalistes en fait. Donc moi la question elle se pose plus en ce terme-là, c'est-à-dire c'est peut-être moins le goût, la passion, parce que ça c'est quand même très personnel, mais c'est peut-être plus le fait de pouvoir légitimer une activité de production de contenu légitime dans une offre qui est pléthorique et surtout, il faut le reconnaître aujourd'hui, qui est parfois de qualité. On ne peut pas dire aujourd'hui, tous les gens qui sont au journalisme, ce qu'ils font, c'est très mauvais. C'est pas vrai en fait. Aujourd'hui, vous le disiez, aujourd'hui, il y a des podcasts qui sont produits, qui ne sont pas forcément faits par des journalistes sur des thématiques très précises. Et là, nous, on l'a vu dans les pratiques des étudiants, c'est vrai qu'ils vont repérer certaines personnalités, parce que là, on pourra parler du journalisme à la première personne, peut-être, ou de la production de contenu. Mais ils vont repérer des chaînes YouTube, des comptes sur les réseaux sociaux où les gens se sont arrogés finalement un périmètre, ils vont devenir une ressource importante. Et là, clairement, aujourd'hui, le phénomène de concurrence est dans la production de contenu. Elle a gagné en qualité, ce qu'on ne pouvait pas dire peut-être il y a 10 ou 15 ans, parce que voilà, les marques médias avaient encore une légitimité, un savoir-faire. Aujourd'hui, ce savoir-faire, il s'est quand même drôlement propagé dans les manières et dans le fait de produire des contenus. Donc c'est peut-être plus en ces termes-là que je l'aborderai, parce que le goût, je ne peux pas répondre. Il y a l'humain dans tout ça. C'est ça. C'est ce que je disais sur le journalisme à la première personne finalement, et c'est ce que disait Lisa sur l'interaction en fait. Ce qui est clair, nous, dans les étudiants, dans les réponses qu'ils ont fournies, c'est qu'ils sont très attachés au caractère social de l'information, et l'information n'a de sens que si elle peut être partagée, discutée, c'est-à-dire dans une phase de sociabilité. Et donc ça, certains médias, ou alors je sais pas si Hugo Décrypte on peut qualifier de média par exemple, mais c'est quelqu'un qui a très bien compris ça, et qui interagit avec, alors on dit sa communauté, son public, où on crée une relation très particulière avec son public, de proximité, et là l'humain il est très présent, il est affirmé, il est revendiqué, il est légitimé en permanence. Alors on peut voir le côté sombre et le côté clair. Le côté sombre, c'est pas de l'information parce que c'est à la première personne, etc. Et l'autre côté, c'est oui, mais il assume une sociabilité avec sa communauté qu'il consulte régulièrement, à laquelle il répond, etc. Et pour moi, l'humain aujourd'hui, il se situe aussi là, dans les capacités d'interagir, mais aussi dans la capacité des producteurs de contenu, parce que journaliste, oui, il a fait une formation au journalisme, à interagir avec les gens et à recevoir leurs paroles, être en capacité aussi d'y répondre, ce que disait Lisa sur TikTok. Peut-être aussi effectivement, je pense que l'humain, on le trouve beaucoup dans la notion de communauté, parce qu'on voit, surtout dans les nouveaux médias en ligne, dans les projets différents, que les médias en fait s'adressent à une communauté. En fait, c'est pas qu'une audience, mais ils cherchent vraiment l'échange, ou bien en prenant en compte les besoins aussi
du public. Si on prend par exemple Brief Me, en fait, ils ont vu qu'il y avait un certain besoin dans la communauté, donc ils proposent un certain type un certain type de dispositifs. Je reprends 2 exemples à l'étranger. Il y a des correspondants, je crois que ça s'appelle comme ça, aux Pays-Bas, en fait, qui créent, en fait, ils ont fait une campagne de crowdfunding pour créer leurs médias, pour en fait avoir, en fait, travailler avec leur communauté. Il y a un média allemand qui s'appelle die Krautreporter, qui disent pas nos lecteurs, c'est leur communauté. En fait, parmi leur communauté, il y a quand même quelques milliers, je crois, entre 7 et 1000 personnes qui ont rempli un profil. Donc, ils ont une base de données, en fait, de lecteurs, de communautés qui consultent, par exemple, pour avoir des expertises. Par exemple, à un moment donné, quand ils travaillent sur un sujet, ils vont peut-être consulter leur base de données pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est compétent sur tel et tel domaine pour avoir des retours. Ou parfois, ils vont même... En fait, ils vont pas, c'est pas un journalisme au service de la communauté, mais ils vont quand même poser la question, mais est-ce que c'est un sujet qui pourrait intéresser les personnes? Donc parfois ils posent ouvertement la question. Donc je pense effectivement cette notion de communauté, c'est là aussi qu'on voit l'humain de l'autre côté, je veux dire du lectorat, de l'audience, une interaction, que ce soit sur les réseaux sociaux. Après sur TikTok, effectivement, là ça se voit, c'est en fait ils mettent même en visibilité le lectorat, les internautes. Ça peut par exemple être, à un moment donné, certains médias font un appel à participation, où ils font des petits jeux, où on voit... des lives, ou des jeux ou des dispositifs pour reprendre en fait les vidéos, pour vraiment faire avec des codes TikTok, pour en fait susciter en fait de l'interaction autour de cette vidéo, que ce soit par exemple du lip sync, en fait, de reprendre l'audio ou de prendre le visuel et faire un audio dessus. Donc il y a différentes ou des lives, c'est typiquement quand il y avait Thomas Pesquet, par exemple, quand ils ont fait le grand live, forcément, c'est aussi parce que ça intéresse la communauté, mais c'est aussi le moyen pour pouvoir poser des questions à travers le média. Donc. Mais comment les médias, ils évaluent justement les besoins de leur communauté ou de leurs lecteurs, ou enfin, que ce soit médias traditionnels ou médias nouveaux, entre guillemets. Comment ils font? Parce qu'il y a 2 approches, je pense, pour évaluer les médias traditionnels. Moi, ça m'interroge parce que souvent on dit oui, non, mais sinon personne va nous regarder, le public va pas être intéressé, donc on va plutôt faire ça. À partir de quoi Je peux répondre? Je crois que j'ai quelques éléments. Amandine, je ne sais pas si tu as entendu la question aussi. Oui, j'ai entendu. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Il y a des médias qui sont plus ou moins, en fait, une approche plus ou moins systématique. Donc, il y a certains médias qui ont carrément une cellule audience qui vont, par exemple, travailler avec des focus group. Ils vont travailler avec un certain nombre de personnes qui définissent comme un peu les avant-gardes de la lecture ou de le visionnage. Par exemple, en fait, ils vont par exemple dire on va interviewer par exemple une centaine de personnes de telle et telle tranche d'âge parce que c'est la tranche d'âge à laquelle on souhaite s'adresser. Donc il y a certains médias qui ont vraiment une approche très systématique là-dedans et qui vont vraiment essayer d'adapter les contenus en fonction de ça pour avoir effectivement un retour plus quantitatif. Après, il y a d'autres médias où ils vont peut-être essayer de voir des tendances. Je parle là par exemple d'un média j'ai échangé avec des journalistes d'une chaîne télévision bavaroise où ils se sont dit on voit certains retours sur TikTok qui fonctionnent bien, ou par exemple on pose des questions dans les commentaires, où on voit qu'il y a une interaction plus importante autour de certaines thématiques, puisque c'est une chaîne publique. Ils se disent c'est notre mission d'être là et aussi d'échanger avec cette communauté jeune qui ne va pas nous voir à la télévision, mais à qui on peut aussi emporter une certaine information. Donc en fait, il y a vraiment le grand panel et parfois ils posent carrément la question. C'est par exemple sur TikTok, on voit par exemple Le Monde, à un moment donné, je crois que c'était Le Monde, ils ont dit vendredi. En fait, c'était un peu pour rigoler. On ne sait pas quoi faire, mais dites-nous sur quoi devons-nous faire une vidéo. Donc parfois, c'est vraiment de manière très ouverte pour demander en fait quel est le contenu sur lequel vous souhaitez que nous faisons une vidéo ou un contenu. Et parfois, c'est par le moyen d'études d'audience mais ça, c'est plutôt dans des grandes entreprises médiatiques où ils ont vraiment une cellule là-dessus, où c'est plutôt à long terme pour voir comment on peut éventuellement orienter la production médiatique. Bon, ça, c'est un peu pour répondre rapidement à votre question.
Amandine, oui, si tu veux intervenir. Est-ce que ces questions de communauté aussi se posent autour des dispositifs de EMI ? Alors moi, je pensais plus répondre sur la question du goût de l'info du côté des journalistes. Parce que c'est des choses qu'on a pu voir. Alors en fait, au début de nos travaux collectifs là, sur les résidences de journalistes à des fins d'éducation aux médias, nous, pendant 3-4 ans, je pense, on a pu en fait analyser les dossiers de candidature de journalistes qui candidataient justement à ces résidences, donc pour faire de l'éducation aux médias. Et ensuite, voilà, on a continué à s'intéresser, à se poser la question, pourquoi est-ce que des journalistes peuvent avoir envie de s'impliquer dans des dispositifs de EMI ? Et en fait, dans l'étude de ces dossiers, c'était assez intéressant parce que, en gros, on voyait 2 pôles. C'est-à-dire qu'il y avait un pôle de journalistes, on va dire, avec une expérience extrêmement solide, des carrières longues, qui en fait expliquaient, qui ne se retrouvaient plus trop dans leur métier, ou pas totalement, parce qu'ils se sentaient déconnectés du terrain, ils se sentaient moins en lien avec leur public, et qui voyaient à travers l'EMI aussi une manière de pouvoir rencontrer d'autres gens. Voilà. Et de l'autre côté du spectre, on avait, alors c'était plutôt les plus nombreux, et dans les dispositifs que j'étudie, moi, c'est plutôt le profil des journalistes qu'on va retrouver, des jeunes journalistes qui, quelque part, ont du mal à rentrer pleinement dans le métier. C'est-à-dire qu'à la fois, parce que les conditions en fait, d'exercice de la profession sont extrêmement difficiles, donc des jeunes journalistes qui ne s'en sortent pas avec les piges, par exemple, qui ont beaucoup de mal à trouver, à sortir d'une très grande précarité, et pour lesquels participer à ces dispositifs de EMI, ça peut permettre aussi d'avoir une source de revenus qui leur permet de continuer à essayer d'être journaliste, quelque part. Et d'ailleurs, cette dimension précarité des journalistes est parfois prise en compte dans les dispositifs mêmes, qui sont aussi pensés, et en tout cas affichés comme étant une manière de permettre de lutter un peu contre la précarité professionnelle des jeunes journalistes. Mais au-delà de ça, des formes de désillusion que des collègues ont pu déjà étudier, mais sur le métier, entre le métier rêvé et le métier tel qu'il s'exerce, des jeunes journalistes qui expliquent dans des lettres de motivation, ou qui nous expliquaient lors d'entretiens que pour eux, c'était pas du tout le métier qu'ils avaient imaginé, et qu'ils se retrouvaient à finalement plus rencontrer grand monde. Et donc ces dispositifs de EMI, ça leur permettait de recoller un petit peu avec les idéaux journalistiques qui leur avaient fait avoir envie d'être journaliste, ou alors ça leur permettait d'avoir un peu d'argent pour se consacrer à des projets plus longs, des documentaires, des podcasts, mais des choses qui sont assez difficiles à faire financer. Et dans tous les cas, ce qu'on voyait et qui fait le lien, Loïc, avec ce que tu as abordé déjà, c'est cette question de la subjectivité et de l'incarnation. C'est-à-dire qu'on a quand même rencontré beaucoup de journalistes qui, je pense, avaient des envies d'engagement sous différentes formes. Et ça passe aussi par l'éducation aux médias et à l'information, aussi bien parce que ça leur permet peut-être d'incarner plus personnellement une profession, mais aussi de s'engager, ce qui fait aussi écho à des normes journalistiques qui restent quand même encore là sur le fait qu'il faille qu'une bonne information ne serait peut-être pas une information engagée. En tout cas, globalement, nous, ce qu'on peut observer, mais vraiment, on a vu, alors, encore une fois, on peut rentrer dans les détails, mais globalement, notre étude de l'implication des journalistes dans les dispositifs de EMI donne effectivement à voir un goût de l'info ou du métier qui n'est pas si facile à vivre au quotidien pour ces professionnels. Je voudrais juste revenir sur la question que vous avez posée, qui me semble une question importante, qui est l'outillage finalement de la relation entre médias et ses publics. Et ce serait intéressant d'avoir une perspective historique sur cette question-là. Je pense que pendant longtemps, la question de savoir pour qui on écrivait était revendiquée comme étant une compétence journalistique.
puisqu'on faisait confiance aux journalistes, parce qu'ils savaient pour qui il écrivait, pour son public. Petit à petit, on a outillé, d'abord avec des enquêtes d'audience, des sondages, et puis petit à petit, avec le numérique, on est monté quand même en puissance sur cet outillage. Et donc aujourd'hui, il s'agit de savoir où on place en fait cette question de, parfois ça peut être l'instrumentalisation de cette relation média public, c'est-à-dire qu'il y a certains journaux, on va regarder uniquement le nombre de clics sur les articles pour évaluer l'intérêt d'un article. Donc là, il faut questionner où est le positionnement éditorial. Est-ce qu'on est vraiment dans la relation à un public ou uniquement dans une approche marketing finalement d'une stratégie médiatique. Et puis, dans le spectre opposé, on va avoir la figure de l'influenceur aujourd'hui, qui va développer des outils numériques sur les réseaux sociaux, à partir parfois d'outils marketing, mais qui ça va savoir les appliquer dans la gestion d'une communauté ou de public. On l'a dit, on passe à communauté avec des outils qui sont extrêmement chronophages, qui demande un engagement permanent de la part de la personne qui produit et anime les contenus. Donc on a un spectre très très large aujourd'hui qui va dépendre, à mon avis, beaucoup de la stratégie du média et de la ligne rédactionnelle et du positionnement du journalisme par rapport à cette question des publics. Mais on a une graduation, voilà, pour répondre à votre question, on a vraiment des cas de figure très très différents avec des possibilités quantitatives très importantes. Aujourd'hui, on pourrait tout rationaliser en disant, mais voilà, en regardant les données du site, on peut vous dire que ça marche, ça marche pas. Est-ce que c'est ça, construire une relation avec un public médiatique ? Peut-être seulement pour ajouter une petite anecdote. En fait, j'ai échangé avec 2 rédacteurs en chef, je ne vais pas dire les médias, mais c'est des 2 médias différents. Un était parfaitement bien au courant, presque à l'instant. En fait, il avait une application et il savait exactement quel était l'article le plus cliqué sur le moment. Il y avait l'autre rédacteur en chef, il s'intéressait zéro à cette question-là. Voilà. Donc, c'est aussi une question de médias, de personnalité, voilà. Donc, et on voit, si je peux me permettre une remarque, dans les retours de stage des étudiants en journalisme, ceux qui sont dans les médias, qui sont très attentifs à la culture du clic et tout ça, reviennent avec un goût de l'info qui est un peu abîmé, quoi, par ce genre de pratique, effectivement, où ils ont l'impression de perdre un peu le sel de ce que doit être le métier. Amandine, tout à l'heure, tu parlais d'engagement à différents niveaux, par cette manière d'incarner la profession en faisant de l'éducation aux médias à l'information, mais aussi un engagement un peu plus politique au sens large, ou dans le fait d'assumer le rôle politique du journalisme. C'est peut-être un petit peu ça ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que, Lisa ou Valérie, c'est des choses que vous avez vues aussi sur soit chez les jeunes consommateurs d'information, soit dans la manière dont l'information peut être fabriquée pour TikTok, avec une forme de... Je ne sais pas si on peut appeler ça d'engagement, ou à quel niveau il serait cet engagement ? Alors, on peut prendre l'exemple de ce qu'on appelle les nouveaux médias. Aux États-Unis, ils considèrent que c'est une catégorie de médias, ils appellent ça les social media. Donc les médias sociaux, en France, ça marche moins, parce que médias sociaux, c'est les réseaux sociaux. Donc bon, on pourrait parler des médias sur les réseaux sociaux. Et si on reprend notre figure de Brut, Combini, etc., il est clair que ces médias-là assument des positions claires et nettes sur des questions sociétales. Ils ont des lignes dites progressistes, et c'est pour ça que les publics, nous, qu'on a interviewés, évidemment, c'est les publics en études. Donc attention, c'est pas tous les publics jeunes, bien évidemment. Mais les publics en études se sentent proches de ces médias-là parce qu'ils assument des positions sociales sur les minorités, sur les questions LGBT, sur des questions sociétales. Et pour eux, c'est absolument pas un problème. Au contraire, au moins, ils savent dans quel périmètre se situe le média. C'est un contrat de lecture qui est assez clair, et pour eux c'est plutôt engageant, en fait, c'est absolument pas... Et si on voit, on peut prendre le format, la question du format vidéo par exemple, qui peut être une concrétisation de ces postures-là. Si vous regardez ces jours-ci les lives de Rémi Buisine dans les manifestations, clairement, son positionnement visuel, il est à l'intérieur de la manif en tant que manifestant, d'accord, et il fait vivre l'événement depuis l'intérieur à sa communauté. Il est très suivi, il a été connu pour ça, pour ses lives. Et là, la posture, qu'elle soit énonciative ou de format, elle est clairement assumée. Et c'est pour ça que les gens vont suivre le live. C'est pour être dans l'événement à hauteur de manifestants dans la manifestation. Et donc moi, ce que j'ai constaté dans les études, et Simon pourra c'est que ces positionnements sont pas du tout problématiques, en tout cas pour les publics qu'on a étudiés, les publics étudiants. Il y a une question peut-être ?
bonjour. Moi, quand j'ai vu l'intitulé Remettre l'humain au centre de l'information, ça m'a aussi inspiré sur le côté aller chercher vraiment l'information chez l'humain, les rencontres, etc. Est-ce qu'il y a aussi cet aspect-là, les gens seraient plus attirés par le contact physique, le reportage, les interviews, ce genre de choses, qu'on retrouve peut-être plus l'envie de revoir l'humain vraiment dans le contenu journalistique? Bon, je vais reparler des réseaux sociaux et surtout de TikTok, mais c'est effectivement des formats, par exemple, il y a des formats, en fait, le Figaro, par exemple, ils ont, pas que eux, hein, mais par exemple d'une personne, en fait, on lui pose une ou deux questions et elle va parler en fait, face caméra. Donc on voit forcément voilà, le témoignage d'une certaine personne ou le témoignage de certains experts. Effectivement aussi, d'aller quelque part sur le terrain, en fait, quelque chose de très personnalisé, ça fonctionne très bien, en fait, en termes de clics, hein, je parle de clics, et en termes de, on voit ça de plusieurs fois en fait sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le côté l'humain en montrant les journalistes eux-mêmes. Donc par exemple de montrer, il y a certainement le côté de montrer en fait qu'est-ce qu'est un journal en fait et de montrer aussi pourquoi en fait une information journalistique a une certaine qualité. Mais par exemple il y a un tournage de BFM TV. En fait la vidéo TikTok elle va porter en fait sur les deux journalistes et pas sur en fait sur le sujet qui va être diffusé à l'antenne. Donc on voit ça. On voit aussi par exemple des vidéos d'un journaliste du Figaro qui va en fait se balader dans la rédaction, ou bien on voit la rédaction du Monde, en fait, ou le compte TikTok du Washington Post, en fait c'est carrément un caractère qui s'appelle Dave, et en fait presque toutes les vidéos tournent autour de lui. Donc on a aussi le côté de l'humain, en fait un fort visuel en fait du journaliste, mais aussi du travail journalistique, donc un peu les coulisses du travail, où par exemple quelqu'un d'un JT va parler en fait de sa crainte de se tromper devant la caméra, où il va parler de la couleur de sa cravate, donc parfois un peu des anecdotes, mais qui qui mettent en fait de l'humour, de l'humain, voilà, même dans les coulisses, voilà. Donc. Oui, je vous passe le micro. Je vais juste vérifier que Amandine n'a pas éventuellement quelque chose à dire dessus. Non, c'est bon. Okay. Non, je te laisse passer le micro. Merci Loïc. Pardon. Bonjour, je m'appelle Aïssatou, je travaille pour Reporters d'Espoir. Déjà, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il y a un peu aussi un côté de désacraliser un peu le poste supérieur qu'on peut avoir a priori sur le rôle du journaliste. Et pour la question que j'aurais à vous poser, Reporters d'Espoir, on agit pour le développement d'une information qui donne envie d'agir, de la diffusion d'une information qui donne envie d'agir. Et on a mis à disposition d'ailleurs un MOOC sur le journalisme de solution à disposition des étudiants en journalisme et des journalistes pour qu'ils puissent se former à ce côté-là, aussi d'apporter des solutions. Est-ce que dans vos recherches et dans les interviews que vous avez pu avoir avec des journalistes, est-ce qu'il y a aussi cette question-là d'apporter à l'humain une solution que vous pouvez rencontrer? Est-ce que c'est des éléments que vous avez entendus dans le cadre de vos recherches ou pas trop actuellement? Je peux peut-être répondre. En fait, c'est effectivement une question qui commence à être aussi enseignée dans les écoles de journalisme, mais pas depuis très longtemps. En fait, c'est une question assez récente. En termes sur TikTok, en fait, je pense que la grande contrainte, c'est le temps. En fait, on n'a que très peu de temps pour susciter l'intérêt, et c'est plutôt dans en fait la proposition de l'information. Parfois, un certain chiffre peut donner envie de réagir, par exemple par rapport au climat, etc. Mais d'après ce que je vois sur TikTok, mais je m'intéresse surtout aux médias qui sont aussi dans... En fait, c'est pas des médias, disons, natifs sur TikTok, mais par exemple Le Monde, Le Figaro, en fait, des médias qui sont hors TikTok, sur TikTok, et ils changent. En fait, on revoit la même ligne éditoriale, etc. Donc, honnêtement, sur TikTok, je ne vois pas beaucoup de ce format. Parfois, quand c'est, par exemple, des journalistes qui prennent, par exemple, la parole, là, parfois, on voit ce genre de discours, mais pour le moment, je ne vois pas encore ça de manière systématique à travers, par exemple, Le Monde, Le Figaro, je ne sais pas qui, des médias sur TikTok. Mais c'est peut-être aussi une contrainte du temps, parce qu'on essaye de faire passer l'info dans 1 minute, maximum 3 minutes. Donc, il n'y a pas non plus le moyen de faire plein de choses. Peut-être c'est aussi ça. Est-ce que dans les commentaires ou dans les réactions, peut-être il y a des demandes d'apporter-nous des solutions aussi
il ne pose pas la question comme ça. Hein. Et il y a l'interaction, mais il n'y a pas non plus l'interaction sous toutes les vidéos. Souvent, c'est plutôt des réactions par rapport à une certaine vidéo. Ah, c'est cool, ah, c'est drôle, ah, j'ai vécu ça aussi. Et, mais ce n'est pas systématique. Donnez-nous une solution. Parfois, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, mais dans ce cas-là, il y a une réaction courte ou un autre internaute qui va réagir, mais il n'y a pas encore... voilà, c'est pas systématiquement donnez-nous la solution. Parfois, il se pose la question, mais je vois pas encore. En fait, le journalisme de solution n'est pas encore systématiquement dans les réseaux sociaux. Voilà, il y a peut-être une vidéo par ici, par là, mais pas quelque chose de systématique. Oui, j'irai dans le même sens parce que dans l'imaginaire collectif, c'est pas le journalisme qui donne les solutions. Dans l'imaginaire collectif, le journalisme enquête, dénonce, montre. Mais la phase suivante, il l'assume peu, en fait. Je parle dans l'imaginaire collectif et dans les médias de masse en général. Donc c'est vrai que les publics ne sont pas encore familiers, en fait, de ce type de format, je pense. Et peut-être qu'effectivement, sur tous les retours qu'on a eus sur l'aspect de désespérance ou d'usure d'une information qui va pointer toujours les mêmes choses sans que rien ne change, effectivement, je pense qu'il y a des possibilités. Mais ce n'est pas encore, en fait, dans les pratiques et les habitudes des gens, je pense. Moi, si je peux rajouter quelque chose du côté de l'éducation aux médias sur cette question. Oui, bien sûr. Voilà, nous, sur les terrains, et je pense à un article qu'on a écrit avec mes collègues Coralie Lecarf et Céline Mathuzac. En fait, on voit ça pose un peu problème, cette question de journalisme de solution. Alors, pour le dire de manière vraiment un peu schématique, mais résumée, dans beaucoup de dispositifs, en fait, on a observé, enfin dans plusieurs dispositifs, pardon, on a observé une attente des politiques publiques, pour le dire vite, quoi, des responsables politiques ou administratifs qui mettent en œuvre ces dispositifs, qui les déploient, et aussi parfois des journalistes qui les animent, une envie ou une attente que les ateliers de EMI, les dispositifs de EMI soient aussi des lieux où quelque part on amène des jeunes à produire d'autres discours. Alors pour différentes raisons, mais avec l'idée que, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur des territoires qui sont très stigmatisés médiatiquement, et donc l'idée qu'en fait des jeunes vont pouvoir produire des discours qui seront des sortes de contre-discours, un peu sur eux-mêmes, quand on parle de jeunes de quartiers populaires, sur le territoire qu'ils habitent, qui sont des territoires très stigmatisés souvent, voilà, et où qui mettent en œuvre dans d'autres dispositifs vraiment purement du journalisme de solution. Et en fait, vous voyez, ça peut correspondre à différents objectifs, et finalement on peut se retrouver, plusieurs intervenants peuvent se retrouver autour de cet objectif-là, mais ça peut justement poser problème parfois parce que ça va rentrer en opposition avec les envies des publics ou des journalistes d'aller aussi vers des choses qui sont... Voilà ce que disait Valérie, le journalisme plus classique, c'est-à-dire un journalisme qui va être un discours critique. Voilà. Et nous, ce qu'on observe, c'est parfois des tensions sur les territoires autour de dispositifs de EMI, où à un moment donné, on invite le journaliste en lui disant, voilà, est-ce que vraiment tu vas encore faire avec les élèves ou avec les jeunes un article sur les migrants ? Est-ce que vraiment c'est ça qu'il faut faire ? Est-ce que tu ne pourrais pas parler de la commune un peu plus positivement ? Vous voyez, ce genre d'injonction qui va être d'injonction ou d'invitation qui va être émise. Voilà. Et parfois aussi pour les participants, une petite tension entre l'envie d'aller vers des discours plus positifs, justement, pour arrêter que les médias ne soient que le lieu des mauvaises nouvelles et de la stigmatisation d'un territoire, et en même temps, un équilibre qui est difficile à trouver aussi pour les participants, qui n'ont des fois juste pas envie d'être que dans le journalisme de solution, que dans une forme de contre-discours sur leur territoire et sur eux-mêmes. Et nous, vraiment, on a observé, et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant, comment on peut avoir des sortes de crispations et de tensions, aussi bien chez les porteurs des dispositifs que chez les publics, en ne sachant pas trop comment trouver un équilibre entre journalisme positif, journalisme de solution et journalisme d'investigation, critique sociale parfois. Et ça donnait des choses assez intéressantes à observer en tout cas. Merci. Une question dans la salle ?
Merci. Alors moi, en fait, je voudrais revenir sur l'échange que vous aviez juste avant sur la question de remettre l'humain au cœur des dispositifs d'information. Et ce que vous disiez sur ce que vous avez observé sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est très intéressant parce que ça ne peut que faire écho à ce que l'on sait de l'histoire des journaux télévisés. Où en fait on sait qu'à partir du moment où dans les journaux télévisés on a décidé que le journaliste présentateur serait le même chaque soir, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Pendant une petite période, c'était des journalistes qui alternaient, enfin c'était pas toujours les mêmes chaque soir. Et à partir, ça a été un des facteurs qui a permis la ritualisation de ce rendez-vous du JT. Et cela me fait penser aussi, alors plusieurs années plus tard, lorsque France Info TV, la chaîne d'information en continu du service public, a été créée. Dans mes souvenirs, il y avait un dispositif qui mettait à l'honneur le fait que le journaliste présentateur se promène au sein de la rédaction et ne soit pas simplement assis derrière son desk, comme cela peut être le cas sur les autres chaînes d'information. Et il y a cette émission C'est médiatique, que vous connaissez peut-être, qui est diffusée sur France 5 depuis le mois de septembre et qui est présentée comme une émission destinée à décrypter l'information dans les médias. Eh bien, dans cette émission-là, je trouve qu'il arrive très souvent que pour décrypter l'information dans les médias, le parti pris soit justement de nous montrer, et c'est ce que vous disiez, les coulisses de l'information telle qu'elle est fabriquée au sein des salles de rédaction. Et donc, il y a beaucoup de reportages qui sont faits dans les salles de rédaction où on voit les journalistes en train de travailler. Et ça correspond tout à fait à ce que vous disiez. Et donc, je trouve que là, il y a un parallèle assez fort entre les médias dits traditionnels et les médias dits nouveaux, sur cette volonté de remettre l'humain en montrant ceux qui fabriquent l'information et pas seulement l'information. On prend 2 questions tout de suite, comme ça vous répondrez aux 2. Okay. Oui, bonjour. Enfin, c'est très rapide, c'est aussi par rapport à l'humain. Moi, je mettais l'humain par rapport aux journalistes, quand j'ai vu l'intitulé. Mais je me posais la question aussi de l'influence de la rapidité d'information qu'on demande. Est-ce que c'est toujours le cas ? La formation qu'on demande très rapide et qui parfois joue sur la justesse de cette information. Et j'avais l'impression que c'était ça qui jouait sur l'humain, mais au niveau du journaliste, parce qu'il y a des erreurs qui se sont révélées parfois, je crois. Alors moi, je ne suis pas télé, je suis plutôt radio et papier. Et il me semble que... est-ce qu'on est toujours dans cette exigence de rapidité d'information qui, pour moi, pouvait jouer sur le côté humain ? J'avais juste une autre question. Tout ce que vous nous avez présenté au début, ça concerne un public ciblé sur votre enquête. Oui. C'est un public. Donc ça ne se généralise pas sur tout le public. Mais on ne veut jamais généraliser, nous. Okay, généralement, merci. Quand on a des résultats, on se garde bien de les généraliser trop. Je voudrais juste réagir sur ce que vous avez dit sur le JT. Je pense qu'il ne faut pas écraser deux principes qui sont peut-être différents, qui est d'un côté remettre l'humain, ce dont on a parlé, qui est dans le traitement des sujets, dans l'approche des sujets, et ce que vous évoquez le JT, qui pour moi relève plus de la personnalisation, de la starification du JT, où on est sur un principe complètement différent pour moi. C'est-à-dire instaurer une personnalité forte dans une émission pour créer le lien de proximité. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, remettre l'humain. C'est vraiment une stratégie de construction d'un lien, mais qui augure en rien, en fait, de la manière dont l'information va être traitée et d'une réelle proximité avec les publics. Là, c'était vraiment un phénomène de starification qu'on avait assisté avec l'hyper-personnalisation du JT, le cadrage qui s'approche de plus en plus, le regard yeux dans les yeux, etc. C'est une vraie stratégie. Je ne sais pas si l'humain, il est là, quoi. Et pour moi, les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec ça, en fait, parce que même si on a une personnalité très forte, comme on a évoqué tout à l'heure avec Hugo Décrypte, il fait un travail qui n'est pas seulement de se présenter,
Mais il fait un travail de réponse, d'interaction permanente, ce que ne fait pas le journal télévisé quand même. Donc il va répondre aux commentaires, il va interroger sa communauté quotidiennement, il va faire des petits sondages sur les questions d'actualité, il va faire remonter les sujets, il va faire des débats entre les gens de sa communauté. Et ça, voilà, le JT, n'est pas tout à fait dans ce modèle-là. Évidemment, les enjeux marketing ne sont pas derrière, mais on voit quand même depuis quelques années cette fameuse rubrique. Alors déjà, je pense que la starification n'était peut-être pas là dans les premières années, enfin elle l'est devenue, hein, peut-être ça qu'il faut distinguer. Et cette rubrique, le JT vous répond, le 20h vous répond, qu'on observe dans les JT ces dernières années, qui justement mettent en scène, alors de manière complètement artificielle. Stratégie de réaction. On est d'accord, hein, artificielle, feinte, etc. Hugo Décrypte aussi met en scène des interactions. Enfin, je trouve qu'on est, on est dans des médias complètement différents, avec des enjeux marketing différents, mais il y a là un mouvement quand même qui, il y a une tendance. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que même tous les médias classiques s'adaptent aux attentes. Exactement. C'est ça. Forcément, oui, tout à fait. Exactement. Il y avait une question. On n'a pas répondu. Bonjour, je travaille aussi pour Reporters d'Espoir, on est venu en bande. En fait, j'ai une petite question et peut-être aussi avant un petit commentaire. On a parlé de journalisme de solution, on ne va pas en faire le débat de cet atelier, mais je tiens à préciser que le journalisme de solution, c'est justement un regard critique qui est aussi apporté à la solution et une analyse d'un problème. Donc en fait, c'est pas du journalisme positif du tout. Je voulais juste ressouligner ça et que ça peut être justement une des réponses justement à tous les problèmes que rencontrent les médias. Je passe à ma question. J'ai l'impression que les jeunes sont beaucoup stigmatisés aujourd'hui. On leur dit vous ne lisez plus, etc., etc. Et vos études prouvent le contraire finalement, qu'ils sont toujours très intéressés par l'information. Et il y a quelque chose qui me paraît un peu bizarre là-dedans aussi, c'est que l'audience de beaucoup de médias est en train de chuter. Quelles sont finalement les options et les possibilités de ces médias pour justement aller réattirer ces jeunes-là? Parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, et je suis sûr que ce n'est pas le cas. Mais quelles sont les stratégies possibles aujourd'hui pour répondre à ce besoin des jeunes? Alors avant de parler des stratégies, peut-être j'évoquerai juste la difficulté de cerner leurs pratiques. Parce que quand ils nous disent qu'ils regardent la télé, ils ne la regardent peut-être pas sur le poste de télévision. Et donc l'audience, elle ne sera pas calculée à ce niveau-là. Ils vont peut-être regarder des replays, ils vont peut-être regarder ailleurs. Donc la mesure d'audience en elle-même est très problématique. Parce que vous savez qu'il y a plein de réseaux sociaux qui vont reposter des extraits des émissions, des extraits de reportages. Donc c'est peut-être même comme ça qu'ils vont les regarder. Et là, on ne peut pas les mesurer, celles-ci, en fait. Donc c'est pour ça que dire ça baisse et ça monte d'un côté de l'autre, c'est très compliqué. Parce que nous, ce qu'on a observé, c'est les pratiques sont fragmentées. Elles se passent dans des interstices, dans le bus, dans le métro, quelques secondes par-ci, par-là. Et là, on n'est plus du tout, effectivement, sur des pratiques ritualisées à laquelle vous faisiez référence. Donc quand ils disent qu'ils regardent la télé, c'est peut-être pas effectivement, on est devant le journal de 20h à 20h. Mais ça veut dire qu'ils ont des connaissances. Je sais pas, on a tous là vu sur les réseaux sociaux passer des émissions fameuses sous forme d'extraits et qui finalement augmentent l'audience décalée de l'émission, mais qui n'est pas comptabilisée dans la diffusion originale. Donc ça, c'est une problématique. C'est-à-dire, avant même de trouver des solutions, il faut déjà pouvoir prendre en compte ces éléments-là. J'ai peut-être un autre élément de réponse, mais qui répond en fait pas à tout non plus. C'est si on regarde par exemple des nouveaux formats médiatiques ou des nouveaux journaux, des nouveaux dispositifs. J'ai déjà cité BriefMe qui fonctionne très bien en fait. Si on prend le 1, ça fonctionne très bien. Si on prend les jours, en fait, on voit quand même qu'il y a des nouveaux médias qui fonctionnent bien. Nouveaux médias au sens large, que ce soit papier, numérique, etc. Donc c'est pas que j'ai pas la réponse bien sûr non plus à tout ça, mais il y a quand même, on voit que effectivement on voit des problèmes. Donc vous avez évoqué peut-être des maisons plus traditionnelles, mais on voit aussi le succès de nouveaux médias. Donc peut-être c'est aussi de voir ce que font les autres. Par exemple, BriefMe fonctionne parce qu'en fait ils font un service plus minimaliste en fait, qui répond à la, vous l'avez évoqué en début de la séance, sur la surcharge d'informations. Donc c'est presque un filtre, c'est une information très bien travaillée. En fait, il y a un tas de journalistes qui travaillent pour eux, et en fait c'est une information dans la présentation, pas le contenu, la présentation plus simple. Je veux dire, c'est une fois par jour, une newsletter, etc. Le 1, c'est la focalisation sur
notamment un grand sujet. Donc peut-être c'est aussi ça qui fonctionne bien en ce moment dans une surcharge d'informations. Je ne sais pas si c'est bien sûr que d'autres médias ne peuvent pas s'adapter à ça, mais voilà, je pense qu'il y a des tendances qu'on peut éventuellement interpréter sans avoir bien. Je n'ai pas échangé avec eux plus que ça. Donc je voudrais juste recontextualiser la question des pratiques. Quand on parlait des chiffres des quotidiens au 19e siècle, aujourd'hui, on trouve que toutes les audiences baissent, mais il faut voir la diversité, la complexité des pratiques. Notre journée ne fait quand même que 24 heures. Donc vous avez beau faire ce que vous voulez, si vous rajoutez du numérique à la télévision, à la radio, à la lecture, à un moment donné, forcément, il y a quelque chose qui va grignoter, d'accord ? Donc à partir de votre téléphone portable, le temps qu'on y passe quotidiennement, c'est aussi la concurrence en fait, de ces pratiques-là. Donc on n'aura jamais les audiences qu'on a eues parce que justement tout se fait concurrence et nous-mêmes, on doit se partager entre tous ces supports. C'est-à-dire regarder une vidéo YouTube, ouvrir mon compte Instagram, regarder Facebook, aller écouter une émission de radio, lire le journal d'aujourd'hui. Enfin, vous imaginez aussi cette complexité. Donc du point de vue des usagers, c'est aussi ça qu'on doit prendre en compte. Ouais, c'est vraiment une fragmentation. Enfin, dans l'atelier précédent, on était donc sur la Belle Époque, sur un moment où en fait les grands quotidiens populaires captent la totalité du public. Donc on est à des tirages de 5 millions d'exemplaires de ces journaux par jour. Le journal qu'on évoquait avec Arthur Asséraf, le journal qui s'appelle Le Journal, tire à plus d'1 million d'exemplaires au moment où il lance l'affaire de Messaoud Djebari. Et ensuite, on a aussi une sorte de moment particulier de l'histoire de la télévision qui, en gros, va de 1965 à 1985, où la télévision est là aussi un média de masse, et comme il y a 1, 2, maximum 3 chaînes, eh bien elles vont concentrer la totalité des audiences. Mais voilà, depuis cette période-là, alors depuis la Seconde Guerre mondiale pour les médias papier et largement depuis les années 80 pour l'audiovisuel, on assiste à quoi ? À une fragmentation de l'offre et donc à une fragmentation des pratiques, évidemment. Donc on n'est plus du tout dans la même chose. Ce qui fait que pour les gens qui travaillent sur la circulation des représentations, sur ce que les médias élaborent, bien sûr, il faut travailler sur les circulations de ces représentations, parce qu'il n'y a pas un seul média qui va être à l'origine. Et cette fragmentation, tu évoquais les modes de consommation, Valérie, à l'instant. Peut-être qu'ils sont assis sur le canapé avec leur grand-mère devant le JT, les jeunes. Mais en fait, ils ont aussi un autre écran à la main et un truc dans l'oreille où ils sont connectés à autre chose. Donc cette fragmentation, elle est aussi dans un espace-temps très, très particulier. Pour la question de la rapidité, peut-être Claire, elle pourrait répondre, parce que la question de la rapidité de l'erreur de l'information, ça a toujours été en fait. Oui. Alors justement, pour revenir à l'atelier précédent, Arthur Asséraf montre bien que à la Belle Époque, en fait, là, le personnage sur lequel il travaille, Messaoud Djebari, Havas lance une dépêche rapidement, et donc le télégraphe à la fin des années 1880 permet déjà une circulation mondiale et rapide de l'information. Donc la fausse information, enfin il montre que c'est pas une fausse information, c'est une information écrite différemment, elle circule aussi très rapidement. Donc alors je vous conseille un petit l'ouvrage d'un collectif. Le collectif s'appelle Roy Pinker, sur les fake news et l'actualité de ces fake news. Et le collectif Roy Pinker, un certain nombre de chercheuses et de chercheurs s'abritent derrière, notamment autour de l'ANR Numa Press dont on a parlé ce matin. Mais pour vous montrer que voilà, cette circulation des informations, de la fausse information, les temporalités, c'est évidemment des choses qu'on a déjà travaillé sur d'autres espaces et d'autres temporalités médiatiques. Merci. J'allais demander s'il y avait une dernière question. Parfait, un bras est levé, donc on va prendre la dernière question et puis après on arrêtera. Merci beaucoup déjà pour la présentation et les questions, les réponses. Je rebondis sur la question des fake news parce que moi c'est quelque chose que j'ai surtout étudié dans les études anglo-saxonnes sur les fake news, et j'ai l'impression que c'est quand même un très très gros sujet. Enfin, on voit avec l'émergence du fact-checking, il y a beaucoup de rédactions qui s'y mettent. Et alors, j'ai pas en fait réussi à trouver d'études anglo-saxonnes, encore une fois, je sais pas s'il y en a qui existent en français, sur l'impact en fait des fake news. Et je trouve que c'est parfois utilisé
pour dévaloriser les audiences en disant on prend beaucoup l'exemple de l'élection de Trump au niveau des fake news en disant on voit l'effet que ça a eu, et je trouve que c'est assez surprenant au niveau politique, au niveau public, d'expliquer le fait qu'un candidat populiste ait été élu à la tête de l'une des plus grandes puissances mondiales par le fait que la moitié de la population ne sait pas s'informer. Ça dévalorise les revendications de ces gens-là. Et du coup, pour remettre l'humain au cœur de l'information, comment est-ce qu'on utilise les pratiques d'information pour comprendre ce que les gens attendent et ce que les gens veulent? Alors, pour répondre à votre question, il y a un article d'une collègue qui s'appelle Marie-Noëlle Doutré et d'un collègue qui s'appelle Barbe et qui a travaillé sur le décodex et qui a montré comment, à partir de ce dispositif de fact-checking, on tendait en fait à relégitimer le travail des journalistes et à disqualifier les publics, et notamment dans leur incompétence. Voilà. Donc ça répond en partie à votre question. Et effectivement, c'est des sujets qui nous préoccupent et qui me préoccupent particulièrement, c'est-à-dire comment des dispositifs qui sont là pour relégitimer le périmètre professionnel du journalisme, tend en fait à reporter une partie de la responsabilité sur les publics en les disqualifiant, notamment dans leurs pratiques illégitimes en partie. Donc c'est ça. Amandine, est-ce que tu veux intervenir sur cette question ? Non, mais je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est très intéressant à observer, mais ça me faisait penser effectivement aux travaux en cours là, d'Isée Vauchaise, où je repense à Coralie Lecaroff, mais vraiment, je trouve que regarder ce qui est dit dans l'espace public, des pratiques médiatiques, des individus, je vais dire de la foule, en ce moment on en parle beaucoup, c'est très intéressant sur la manière dont politiquement, ça nous dit quelque chose de nos démocraties. Et je trouve que c'est très intéressant à aller regarder. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ne pas mettre tout le monde en retard pour le déjeuner. Je suis navré, Arnaud, de ne pas te donner le micro, mais on va continuer la discussion évidemment après. Merci beaucoup, Amandine, à distance, et puis Simon et Emmanuel qui ont été nos anges gardiens également. Et merci aussi beaucoup donc, à Lisa et à Valérie. Très bonne suite des assises à toutes et à tous. Merci Loïc d'avoir pris le relais au pied levé. Merci beaucoup. Merci Avec à tout plaisir, le monde, les et puis heureux d'avoir pu suivre les échanges à distance. Bon appétit et bonnes assises. Merci.